Bonjour. Au sommaire de notre émission de rentrée, nous reviendrons sur la date fatidique 1453 qui marqua la chute de l'Empire byzantin et changea l'ordre géopolitique de la Méditerranée, de l'Europe et du monde. À l'occasion de la publication de l'ouvrage Constantinople 1453, la ville est tombée, aux éditions Perrin, ministère des Armées, collection Champs de bataille. Pour parler de ce séisme géopolitique de grande ampleur dont les effets continuent à être ressentis jusqu'à nos jours, je reçois Sylvain Guggenheim, professeur d'histoire médiévale à l'École supérieure de Lyon, auteur du livre. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi d'une vidéo sur le séminaire orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople de Chalki, en Turquie, qui, fondé en 1844, fête cette année ses 180 ans et est toujours empêché d'ouvrir depuis 1971 par les autorités turques. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, synaxe des hiérarques du patriarcat œcuménique, présidé par le patriarche Bartholomée, qui a signé le 1er septembre la traditionnelle indiction du début de l'année ecclésiastique. Il a fait un appel aussi pour qu'une date commune de Pâques soit fixée pour tous les chrétiens selon le calendrier orthodoxe. Après avoir présidé le 6e sommet écologique de Chalki sur l'eau, il a adressé un message à la Foire internationale de Thessalonique où se tenait aussi une exposition sur les 180 ans de la fondation du séminaire théologique de Chalki, évoquant, après les questions écologiques du sommet de Chalki, les relations entre l'Église et le monde économique. Au mont Athos, l'ancien ministre de la Défense grec, Alkiviades Stéphanis, a été nommé administrateur civil de la Sainte Montagne. À Damas, le patriarche Jean X d'Antioche a entamé avec le patriarche Bartholomée une série de concertations téléphoniques avec plusieurs patriarches et primats des églises orthodoxes, en raison des crises internationales actuelles et au Moyen-Orient et des tensions inter-orthodoxes. Il a manifesté sa solidarité avec le métropolite Onufre de Kiev, primat de l'église orthodoxe ukrainienne, face à la nouvelle loi votée par le Parlement ukrainien visant à démanteler cette église. De son côté, le patriarche Daniel de Bulgarie a fait part de sa préoccupation à cet égard à l'ambassade américaine à Sofia. L'Église d'Albanie a également condamné cette nouvelle loi, appelant à la fin de la persécution de l'Église ukrainienne de Monseigneur Onufre. Ont également condamné cette nouvelle loi les églises de Tchéquie, de Bulgarie, de Jérusalem et de Serbie. Belgrade, délégation du Conseil mondial des Églises dirigée par son secrétaire général Dr Jerry Pele, en visite en Serbie puis au Kosovo. En Bulgarie, le métropolite Grégorios Papatomas de Pélistère en Grèce a reçu du patriarche Daniel la médaille de Saint-Jean de Rila en récompense pour ses travaux de droit canonique permettant à l'Église de Bulgarie de faire valoir ses droits au niveau européen à l'encontre des schismatiques bulgares. En Grèce, décès de Christos Yanaras, un des théologiens orthodoxes grecs les plus renommés. En France, université d'été de la métropole orthodoxe roumaine en août dernier, au centre Sainte-Croix en Dordogne, sur la famille. Toujours en France, université d'été de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, les 19 et 20 septembre sur la transmission de la foi et les défis de la catéchèse aujourd'hui. En Bourgogne, consécration par le métropolite Nestor de Chersonèse de la chapelle de la Nativité de Christ, construite dans le domaine du Moulin Neuf dirigé par le père Alexandre Signakov, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart. Publication « Découvrir les pères de l'Église », un important ouvrage collectif sous la direction de Marie-Anne Vanier aux éditions Artege. Puis « La saveur des récits évangéliques » de Jean-Noël Aletti aux éditions Jésuites. « La prière de Jésus selon les moines du mont Athos » de Jean-Claude Larcher aux éditions Salvator. « Autant des cathédrales » de Mathieu Lours aux éditions Cerf. Et puis Notre-Dame des femmes qui raconte l'histoire de la cathédrale de Paris à travers des femmes de Pierre Fresquet. Enfin, le numéro 287 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, avec dans ce numéro un rapport sur les travaux de la commission de dialogue catholique orthodoxe, réunie au patriarcat d'Alexandrie cette année sur le thème primauté et synodalité. Et maintenant, le grand entretien. Certains attendent encore que le prêtre qui célébrait l'office au moment de l'éruption des janissaires dans Sainte-Sophie et qui trouva refuge dans le mur de la basilique grâce à une porte devenue invisible, ressurgisse et reprenne la cérémonie interrompue. 1453,
une date fatidique qui marqua la chute de l'Empire byzantin et changea l'ordre géopolitique de la Méditerranée, de l'Europe et du monde. Le 29 mai 1453, un mardi, assiégé par les troupes turques du sultan Mehmed II, Constantinople, la Nouvelle Rome, capitale millénaire de l'Empire byzantin, tombe aux mains des Turcs. Après une résistance héroïque de 7000 hommes défendant la ville, Rennes, pendant 55 jours, le sultan Mehmed II a accompli son rêve obsessionnel et entre dans la ville longtemps désirée en conquérant. Pour parler de ce séisme géopolitique de grande ampleur dont les effets continuent à être ressentis jusqu'à nos jours, je reçois Sylvain Guggenheim, professeur d'histoire médiévale à l'École supérieure de Lyon, qui vient de publier Constantinople 1453, La ville est tombée, aux éditions Perrin, ministère des Armées, collection Champs de bataille. Avec mon invité, nous évoquerons la période d'avant la chute, les facteurs contextuels, lents et d'accélération de la chute de la capitale de la chrétienté byzantine. Nous évoquerons aussi le siège, la résistance héroïque de la défense de la ville assiégée et l'entrée des troupes conquérantes saccageant tout et souillant les lieux saints de la chrétienté. Puis, nous reviendrons sur l'après-Constantinople, Constantinople après Constantinople, pour visiter les dimensions de l'interprétation et de la mémoire de cet événement capital de la chute de Constantinople, devenu Istanbul, en grec Istinpolin, qui signifie aller à la ville. La bataille de Constantinople se poursuit-elle aujourd'hui avec l'Europe? La transformation récente de Sainte-Sophie, l'emblème mythique de la capitale byzantine, en mosquée, qui ne manque pas de remuer les blessures du passé et de susciter les plus vives réprobations, est-elle une continuation de cette bataille? L'Europe chrétienne d'hier regrette-t-elle la chute de Constantinople? Sylvain Guggenheim nous le dira. Médiéviste de renom, il a déjà publié Le Moyen-Âge en question aux éditions Texto et Les Empires médiévaux aux éditions Perrin. Il est de même un spécialiste reconnu des rapports du monde byzantin et de l'Europe latine, avec des ouvrages qui se sont fait entendre. Aristote au Mont-Saint-Michel, Les racines grecques de l'Europe chrétienne aux éditions Seuil, et aussi un ouvrage de référence, La gloire des Grecs. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors c'est un ouvrage vraiment passionnant, didactique et très instructif. Ce qui le rend un peu plus didactique et instructif, c'est quelque part le chemin de fer, je dirais, de cette collection, Champs de bataille, qui prend trois thèmes, trois grandes parties, à la fois, je dirais, l'avant, le pendant, c'est-à-dire le déroulement, et l'après. Alors, commençons peut-être rapidement avec l'avant. Quels sont les facteurs contextuels un peu qui ont entraîné, lent et accéléré, qui ont entraîné la chute de Constantinople? Alors il y en a plusieurs. Si Constantinople est prise par les Turcs, c'est que le problème initial vient de la présence turque. Donc pour ça, il faut remonter au XIe siècle, quand les premières tribus, les premiers groupes turcs arrivent en Anatolie, commencent à s'y installer et commencent donc à grignoter des terres aux dépens de l'Empire byzantin. Et c'est une progression donc, qui a été lente, séculaire, puisque au départ, il faut au moins le rappeler, le monde turc n'est pas du tout unifié. Hein. Ces groupes turcs vont fonder des émirats différents, et l'un de ces émirats... Entre eux aussi. Ils se battent également entre eux, bien sûr, et l'un de ces émirats, créé par Osman, va donner naissance à l'émirat ottoman et finalement à la dynastie ottomane. Donc l'un des premiers facteurs, qui est vraiment un facteur de très longue durée, c'est l'implantation des Turcs dans la Turquie actuelle, hein, dans l'Anatolie, mais aux dépens des Grecs, avec un grignotage progressif des terres. Ils ont été de plus en plus loin, vers l'ouest, jusqu'à franchir les détroits. Alors à la fois parce qu'ils envahissent ces territoires, et aussi parce que c'est ça le deuxième problème, le monde byzantin connaît des divisions, il y a des guerres civiles, des luttes pour le pouvoir, on fait appel à des mercenaires, et de temps à autre, on fait appel à des auxiliaires turcs, où on les prend comme mercenaires, où on les utilise comme auxiliaires. Ils ont fait entrer le loup dans la bergerie. Ils font un peu entrer le loup turc dans leur bergerie, effectivement. Et donc, ils font venir des Turcs qui vont finir par s'installer aussi sur la rive européenne des détroits. Ça, c'est tout l'élément de contexte qui est lié à la montée turque. Et puis alors, il y a, évidemment, ça n'est pas indépendant, mais c'est un peu différent, il y a tous les éléments d'affaiblissement progressif de l'Empire. Là, on peut estimer que le point de départ, c'est le pillage de Constantinople par les Latins en 1204, avec 2 prises de la ville successives, le détournement de la 4e croisade, le fait que, à ce moment-là, l'Empire byzantin disparaît,
Il va finir par être reconstitué donc en 1261, mais ça a laissé des cicatrices extrêmement profondes. Et l'Empire byzantin entre à ce moment-là dans une période de tensions politiques internes, comme je viens de le dire, de difficultés économiques et de pressions extérieures. Il n'y a pas que les Turcs qui exercent des pressions sur Constantinople et sur l'Empire. Il y a également les puissances occidentales et au premier rang desquelles, voilà, les grandes cités-États de l'Italie, donc notamment Venise et Gênes, qui étaient déjà implantés avant dans l'Empire byzantin, mais qui profitent de la faiblesse du monde byzantin pour acquérir des possessions nouvelles, puisqu'à un moment, par exemple, ce sont les Génois, je crois bien, qui contrôlent, par exemple, les douanes de l'Empire byzantin. Alors, il y a tout le contexte aussi des conciles d'union, ce qu'on appelle les conciles d'union de Florence, qui ont tenté quelque part. L'Empire byzantin a cherché peut-être à trouver un support, peut-être du confort du côté effectivement, au fur et à mesure que la menace turque se fait pressante, et ça existe un peu au XIVe siècle, c'est beaucoup plus net au XVe siècle, avec les sultans comme Mourad Ier, Bayezid, Mourad II, puis évidemment Mehmed II. Le monde byzantin étant très affaibli, il y a une perte de territoire qui est extrêmement importante. Les ressources financières se réduisent. Puisque la pression fiscale rapporte beaucoup moins, puisqu'il y a beaucoup moins de sujets de l'Empire. Byzance ne frappe même plus. La réduction des territoires. Voilà, la réduction des territoires fait que vous avez moins de contribuables, donc moins de revenus de toute façon des produits de la terre et du commerce, etc. Byzance ne frappe même plus de monnaie d'or à partir du début du XVe siècle. Et les différents empereurs byzantins ont compris et ont espéré que l'Empire pourrait se maintenir à condition d'avoir l'aide du monde latin, c'est-à-dire catholique. Mais cette aide, le monde latin, notamment la papauté, l'a subordonnée à ce qu'on appelle l'union des églises. Et l'union des églises devait se faire suivant les conditions imposées par la papauté, qui ne pouvaient être acceptées évidemment par le monde byzantin. Et qui ont été refusées jusqu'à, malgré tout, l'acceptation par l'un des empereurs byzantins au Concile de Florence, qui accepte effectivement l'union des églises. Ça a entraîné par exemple la conversion de Bessarion, qui va devenir un cardinal. Mais cette union officiellement proclamée au Concile de Florence a été rejetée par l'Église grecque et la population grecque. Alors venons-en maintenant en fait à la bataille, même si c'est pas une bataille, c'est un siège en tant que tel. Il y a la lutte entre le Basilios Constantin XI qui a disparu, on dit dans la bataille, on ne sait pas comment il a enlevé en fait tous ses insignes et puis sa tunique d'empereur et puis il a été arme à la main. C'est en tout cas ce que disent certains chroniqueurs. C'est ça, certaines sources. Et puis le sultan Mehmed II qui avait ce rêve obsessionnel de pouvoir entrer en fait, c'est le symbole de cette ville, je dirais la ville de la chrétienté byzantine qui était très importante. Et puis les fameux 55 jours, vous mettez toute une partie là-dessus. Comment la bataille s'est faite et comment la ville est tombée ? C'est un siège qui dure donc 55 jours, avec un rapport de force qui est dramatique pour les assiégés, puisque on a un nombre exact c'est rare dans une guerre qu'on a un nombre exact de combattants, un nombre exact de victimes. C'est très documenté. Mais l'empereur Constantin Dragazès a demandé à un de ses familiers, Frances, de faire le décompte des hommes en état de porter les armes, et on a moins de 5000 hommes. Vous ajoutez à ça 600, on peut dire mercenaires génois de Giustiniani, très très efficaces au combat, quelques centaines de combattants amenés par tel ou tel prélat. Bref, on a 7000 hommes contre une armée ottomane autour sans doute de 100 000 hommes. Là, on n'a pas d'éléments suffisamment précis. Alors, la ville est remarquablement protégée puisqu'elle dispose des murailles les plus impressionnantes d'Europe, qui remontent à l'empereur Théodose au 5e siècle, avec une double enceinte. Il en reste une partie. Il en reste une partie. Visible. Oui, il en reste beaucoup d'éléments, certains restaurés, d'autres en moins bon état. La ville est entièrement entourée par ces murailles, la double enceinte étant dirigée vers l'ouest. La ville donc est assiégée, elle est victime aussi d'un blocus maritime complet. Elle est néanmoins protégée par une chaîne qui barre l'estuaire de deux rivières qu'on appelle l'estuaire de la Corne d'Or. Et donc, normalement, les navires turcs ne peuvent pas pénétrer par là. Mais le rapport de force maritime, évidemment, empêche toute contre-attaque byzantine dans ce domaine. Néanmoins, les navires byzantins ou vénitiens ou génois qui sont présents sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus efficaces que les navires turcs. Il y aura une bataille navale que les Turcs perdent. Et après, c'est un siège, j'allais dire un siège classique. Mehmed II a tenté
tous les moyens possibles. Les défenseurs ont résisté, ils ont déjoué les mines, ils ont déjoué les tours d'approche, ils ont déjoué les assauts nocturnes. Ils arrivent tant bien que mal à réparer les murailles malgré la puissante artillerie ottomane, qui à l'époque, en 1453, les deux seules artilleries vraiment importantes en Europe, c'est celle du duc de Bourgogne et celle du roi de France, qui commencent à se constituer. L'artillerie ottomane est plus importante. Bien sûr. Maintenant, venons-en à l'après, rapidement, parce qu'en fait, ça, c'est le plus important. Jusqu'à l'avènement de l'Empire ottoman, vous parlez, en fait, est-ce que c'est une guerre de religion, une épopée turque, une tragédie grecque, d'une certaine manière? Quel impact au niveau occidental et au niveau oriental? Parce qu'en fait, quand même, il y a un empire ottoman qui se met en place et qui a les pieds en pleine Europe. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour aller très vite, on revient un tout petit peu à Mehmed II. Il est animé manifestement par deux idées qui sont importantes. Une idée religieuse. Il va faire l'ultime Gaza, l'ultime djihad, c'est-à-dire qu'il va accomplir les prophéties qu'on estime être dans les versets coraniques, c'est-à-dire qu'il va faire tomber cette ville sainte. Et il est animé par un idéal politique important. Il est admirateur, ou du moins il rêve d'imiter Alexandre le Grand, dont il se fait lire la vie. Et donc il va faire de son empire vraiment l'empire universel, avec Constantinople comme capitale. Elle va devenir sa capitale. Mais on sait après qu'il avait sans doute l'ambition d'aller jusqu'à Rome, bon, ce qu'il ne fera pas. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, la manière dont ce siège a été vu, effectivement, vous l'avez dit, les chroniqueurs turcs en font une épopée, et avec souvent des termes très fleuris, très évocateurs, souvent d'ailleurs assez imprécis. On ne peut pas en tirer grand-chose pour les détails du siège. Et les Grecs en ont fait une tragédie, les Latins aussi. Mais les Grecs et les Latins ne voient pas les choses de la même manière. Les Latins vont finalement accuser les Grecs d'avoir été vaincus parce qu'ils sont de mauvais chrétiens, bien évidemment, puisqu'ils sont orthodoxes. Vous avez même des Latins, des lettrés latins qui estiment que les Turcs ont vengé Troie. Ce qui est totalement aberrant, mais ils ont vaincu les Grecs, et donc les Turcs sont les héritiers des Troyens, ce qui peut paraître assez paradoxal. Les Grecs sont désespérés parce qu'ils perdent leur ville, et le sac de la ville a été assez épouvantable. Les édifices religieux ont été abîmés, les icônes ont été détruites, mais beaucoup de manuscrits ont été perdus également. Donc les Grecs ont l'impression véritablement d'une fin du monde. Et ça, c'est ce qui se passe juste après le siège dans les années qui suivent. Et après, l'écho n'a pas cessé, parce que dans le monde latin, des papes ont fait appel à la croisade, dont Pie II notamment, qui était, avant d'être pape, un grand humaniste, et qui a voulu lancer une croisade pour reprendre Constantinople, mais la croisade échoue, et la mémoire de la chute de Constantinople est restée extrêmement vivante chez les Grecs, qui bien évidemment sont maintenant soumis à l'Empire turc, mais qui vont garder le souvenir de et ce rêve secret de reprendre Constantinople. Et là, vous, dans deux chapitres, vous parlez en fait des Grecs qui ont réussi, c'est-à-dire en fait les Phanariotes, qui ont un peu accepté d'être quelque part dans une forme, pas d'alliance, je dirais, mais d'accepter le pouvoir ottoman, de l'Empire ottoman, et les Grecs qui ont refusé, avec en fait les Cleftes, avec la révolte, et puis en fait l'indépendance de la Grèce, etc. Et il y a toujours cette grande idée, en fait, vous parlez de la grande idée des Grecs de reconquérir Constantinople. Oui, il y a cette grande idée qui apparaît au XIXe siècle, qui est sans doute alimentée à l'origine par les printemps des peuples et les idées nationales qu'on pouvait trouver en Europe, en France ou en Pologne, par exemple. Et effectivement, il y a un courant grec qui rêve de retrouver sa liberté, de retrouver l'indépendance, de recréer une Grèce indépendante, avec la difficulté de savoir si on prend comme modèle la Grèce antique, qui est divisée mais qui est glorieuse parce qu'on attribue à Athènes toute une série de découvertes importantes, scientifiques, philosophiques, ou de prendre comme modèle l'Empire byzantin qui était beaucoup plus grand géographiquement et qui était unifié, mais qui a été vaincu. Et vous avez à ce moment-là, avec la figure par exemple de Vélestinin Rigas, un homme qui va être finalement tué en prison par les Turcs, vous avez donc cette idée de la grande idée qui va prendre vraiment corps avec la guerre d'indépendance grecque en 1821-1822, qui aboutit à la création d'une Grèce indépendante, mais toute petite, qui fait moins de 70 000 km². Mais cette idée La grande idée, en fait, c'est l'idée qu'il faudrait un jour que tous les locuteurs grecs soient à l'intérieur du même État. Et donc, ça implique de reprendre, justement, par exemple, Constantinople, et pourquoi pas l'Anatolie. Parce qu'il y a encore des locuteurs grecs. Et d'ailleurs, on a, à la fin de la Première Guerre mondiale,
l'entrée aussi, est-ce que c'était vraiment l'entrée de contingents grecs, je dirais, à Constantinople, oui, tout à fait. avec les alliés, avec les troupes un alliées. court moment, après le drapeau grec. l'Empire turc s'affaiblit de plus en plus au cours du XIXe siècle, surtout dans le dernier quart du XIXe siècle. Dans la Première Guerre mondiale, il est vaincu. Il y a un armistice avec les Anglais à Mudros en octobre 1918. À la suite de cet armistice, effectivement, des contingents alliés franco-britanniques rentrent dans Constantinople et avec quelques éléments militaires grecs, ce qui a déclenché dans le monde grec une vague d'enthousiasme, parce qu'on a vraiment cru que Istanbul allait redevenir Constantinople. Qui a été déçu par et ça a été impossible parce qu'en fait les grandes puissances s'y sont opposées pour plein de raisons. Autant elles étaient d'accord pour démembrer l'Empire turc, autant elles ne voulaient pas détruire complètement la Turquie, ne serait-ce que pour faire rempart au bolchevisme qui se répandait en Ça, c'est le jeu de la géopolitique mondiale. C'est la géopolitique là, qui a beaucoup déçu les Grecs. Oui. Absolument. Et aujourd'hui, juste de montrer rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cet entretien passionnant, est-ce que le néo-ottomanisme d'Erdogan aujourd'hui, les relations tendues avec la Grèce, est-ce qu'on est toujours dans la continuation de la bataille de Constantinople ? Je ne sais pas si on a une continuation de la bataille, mais il y a des enjeux de mémoire. Ce qu'a fait Erdogan en décidant de refaire, bien que ce soit la mosquée, dépendant de l'UNESCO, etc., mais de refaire de Hagia Sophia, de Sainte-Sophie, une mosquée, a provoqué en Grèce, mais ailleurs, même en France, il y a eu des échos. Il y a un congrès des byzantinistes qui aurait dû se tenir à Istanbul et qui ne s'est pas tenu à Istanbul. Un congrès international des byzantinistes qui ont refusé. Donc la transformation de Sainte-Sophie en mosquée a été effectivement très mal prise par les Grecs, comme Mitsotakis l'a rappelé à Erdogan, et le fait même que Saint-Sauveur Hora soit également devenu une mosquée, alors même si on peut effectivement à certaines heures visiter Saint-Sauveur Hora. Qui est un joyau c'est magnifique, oui. Des fresques byzantines. Et à Sainte-Sophie, on peut visiter, mais on ne peut pas tout visiter. Les non-musulmans n'ont pas accès au rez-de-chaussée, on n'a accès qu'à l'étage. Donc Erdogan a signifié par là une réappropriation islamique ou ottomane de lieux particulièrement chers aux orthodoxes. Merci beaucoup Sylvain Guggenheim, c'est passionnant, c'est un livre bien sûr en 15-20 minutes, on ne peut pas reprendre toute la finesse, je dirais la documentation de ce livre avec les sources à la fois turques, grecques et latines, il y a beaucoup de sources, beaucoup de bibliographies qui est intéressante, c'est un livre vraiment à lire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là je vous laisse avec une vidéo sur le séminaire orthodoxe de Khalki sur l'île de Ebeliada en Turquie, qui, fondé en 1844, fête ses 180 ans cette année et qui avait une dimension pan-orthodoxe, ayant formé différents hiérarques et patriarches en provenance de différentes églises orthodoxes. Il est fermé par ordre des autorités turques depuis 1971, qui empêche toujours sa réouverture. Il contient une des plus riches bibliothèques théologiques orthodoxe et au-delà au monde, avec des manuscrits et des trésors très anciens, comme cette Bible écrite en grec, latin, arabe, syriaque, éthiopien et perse, en même temps, que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonne rentrée à tous et à la prochaine émission. We are at the Theological School of Khalki, which, when it was open, it was one of the top institutions for theological education of the Orthodox world and one of the best around Christendom. It has been closed for almost 50 years now, and the Brotherhood here, we are working for its reopening. I'm Father John, I'm a priest monk, and I've been appointed chaplain here at the Theological School of Khalki and the Monastery of the Holy Trinity. The seminary here was established in 1844. This was the seminary for preparing priests to serve the ecumenical patriarchate throughout the world. The equivalent is like studying theology, being Catholic and studying theology in the Vatican. The teaching staff knew that they weren't, in fact, just training parish clergy, but they were, in fact, training the future leadership of the patriarchate, the very top of the leadership of the church. We had the common fate that all private higher education institutions had in this country, and then in our case took a different course. Since the seminary closed, there have been various periods in the life of this place. The first 40 years, it was kept as a monastery, yes, but a closed one. Nowadays, we are more open. People can visit us. The doors are open. Anyone can visit without any prior notice or appointment.
Being a monastic brotherhood, we start with prayers in the morning, and then each and every one of us has different things to do, the so-called obediences in the monastic language. I work in the library, cataloging books. We have 500 unique titles. We have several hundreds of books from the beginnings of the 16th century. It's a gift from God. To be surrounded by so many books, so many important books, and to help, be part of the effort to organize them so that they can be available for the future generations of students, of seminarians here. This book in front of us, it's one of my favorites. It's a New Testament. You have side by side, which is a researcher's dream. You have Greek, Latin, Arabic, Syriac, Ethiopian, and Persian. I didn't know that the Bible existed in so many languages, let alone in one book.